bonsoir à toutes et tous. Je suis donc ravi de vous accueillir pour cette conférence donc sur un sujet qui est passionnant. Un sujet qui traite de l'aventure artistique entre la France et les États-Unis. Donc on va parler ensemble, enfin je vais surtout parler, vous allez m'écouter, mais si vous avez des questions à la fin, n'hésitez pas. On va parler de ces échanges entre ces deux pays qui sont finalement eh bien, amis depuis de longues années. Voilà, alors en guise d'introduction, simplement, j'ai mis quelques points qu'on allait découvrir ensemble. On va découvrir effectivement la naissance de l'art américain, puisque en tant que pays nouveau, les écoles d'art américaines sont arrivées plus tardivement qu'en Europe, bien sûr. Donc, on assiste finalement à la naissance de l'art américain. On va parler d'artistes méconnus. Alors, des artistes américains, effectivement, qui sont méconnus parce que souvent, quand on pense à l'art américain, on pense beaucoup à l'art contemporain, à l'art du XXe siècle aussi, Andy Warhol, etc. Mais on ne pense pas beaucoup aux artistes du 19e siècle et au tout début de l'histoire américaine. Alors ça, c'est dû à plusieurs facteurs. Tout d'abord, nos musées, nous, en France, on expose très peu d'art américain avant 20e siècle. Ça, c'est par rapport à l'histoire de nos collections, hein, tout simplement. Et puis aussi, eh bien parce que pendant longtemps, malheureusement, ces artistes américains du 19e siècle, on disait qu'ils copiaient les Européens et entre autres les Français. Alors ça, c'est les critiques d'art qui le disaient pendant longtemps. Et donc finalement, ce sont des artistes qui ont été méconnus. Donc on va parler de ces artistes. Bon, l'influence de l'impressionnisme, bien sûr, puisque vous verrez, l'impressionnisme va faire exploser ces échanges artistiques entre la France et les États-Unis. J'ai choisi, vous voyez, j'ai mis chronologie des échanges artistiques parce que j'ai choisi un parcours chronologique dans ma présentation. Ça me semble plus clair. Donc, on démarre finalement du XVIIIe siècle, de la guerre d'indépendance américaine surtout, et on va tout doucement jusqu'à la première guerre mondiale, un petit peu après. Voilà, et puis on se posera la question de savoir si la capitale de l'art finalement est-ce que c'est Paris ou est-ce que c'est New York? Voilà. Alors, pour commencer, je vous ai parlé de la guerre d'indépendance américaine. Effectivement, ça va être les vrais premiers échanges entre la France et les États-Unis. On va en reparler juste après. Néanmoins, alors, je m'arrête tout de suite. Je devrais pas lire, mais je vois quelqu'un qui parle du musée franco-américain de Blérancourt. Et justement, c'est la seule chose que Alejandra n'a pas dit dans la présentation. Je travaille entre autres pour la Réunion des musées nationaux au château de Blérancourt, qui effectivement est le musée de l'Alliance franco-américaine. Et vous verrez, certaines œuvres dont je vais parler proviennent de cette collection, du musée de l'Alliance franco-américaine de Blérancourt. Donc merci Lydie de nous avoir rappelé l'existence de ce musée. Alors, excusez-moi pour cette petite aparté. Ici, je vous présente un tableau qui a été réalisé par un Américain qui s'appelle Henry Bainbridge. Alors, c'est un des premiers portraitistes américains. Alors, c'est toujours délicat de parler des États-Unis avant la guerre d'indépendance américaine, mais vous voyez ce que je veux dire finalement, ces Américains avant finalement la guerre d'indépendance. Donc finalement, on pourrait parler plus de colons plutôt que de véritables Américains. Mais voilà, là, on est avant cette guerre d'indépendance. Là, Henry Bainbridge, il nous présente alors sur ce portrait, il nous présente Pascal Paoli, qui est le libérateur de la Corse, la constitution corse qui a été adoptée en 1755. Et donc, c'est la première constitution démocratique du monde moderne. Il y avait notamment le droit de vote des femmes, vous imaginez, en 1755. Donc, c'est quelque chose que les Américains ont tous beaucoup aimé et ils voulaient être influents. Enfin, ils se sont inspirés de cette constitution
constitution corse. Finalement, Pascal Paoli, qui est donc le libérateur, eh bien, c'est une vraie star aux États-Unis. Il y a 7 villes américaines qui portent son nom, hein, qui portent son nom. Et puis, la constitution corse a été une source d'inspiration pour les Américains et pour devenir indépendants. Donc voilà, là, je vais un petit peu au-delà de la France, puisque, bon, évidemment, la Corse a été rattachée à la France par la suite. Du coup, c'est pour ça que je l'ai inclus dedans. Mais vous voyez, là, on a un Américain qui s'intéresse à cet homme pour, en tout cas, voilà, la future constitution américaine. Je vais parler maintenant d'un artiste que vous connaissez peut-être mieux. En général, on connaît cet artiste américain, Benjamin West, qui est finalement le premier grand artiste américain à être connu. Alors là, il représente sur ce tableau alors un épisode de la guerre de 7 ans. La guerre de 7 ans qui est finalement le premier conflit mondial où on a plusieurs nations qui s'affrontent. Alors, même si c'est une défaite française, ici, il représente donc un épisode de la guerre où on voit la mort du général Wolfe, qui est un général britannique. Et donc, finalement, ici, il choisit de montrer la mort d'un Britannique et non pas la mort d'un Français. Il aurait pu, par exemple, montrer la mort du marquis de Montcalm, par exemple, ou d'autres Français. Non, il choisit de montrer la mort d'un Britannique. Alors parce que pendant longtemps, pour les Américains, la destination facile, je dirais, pour l'art, c'était plutôt Londres, l'Angleterre. C'était pas forcément la France, et ça, j'en reparlerai. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a un Britannique ici qui est représenté. Alors, ce qui est important avec Benjamin West, c'est que nous sommes 15 ans avant les grandes peintures d'histoire de David, David qu'on connaît bien avec le Sacre de Napoléon, par exemple, qui est au Louvre. Eh bien, on est 15 ans avant David et il représente des peintures d'histoire avec des vêtements contemporains et il utilise des techniques qui sont pourtant très traditionnelles, hein. Vous voyez ici, on a presque une descente du croix avec le Christ, mais à la place du Christ, il met le général Wolfe. Vous voyez, donc on reste dans une tradition, mais en même temps, on n'hésite pas à à utiliser la peinture d'histoire pour montrer l'histoire moderne, l'histoire contemporaine. Et une posture ici qui est bien connu dans l'art. Voilà, Michel-Ange notamment a utilisé cette posture. Et puis plus tard, vous le savez, Rodin et son penseur. Donc là, on voit un Amérindien qui est sur le côté. En parlant d'Amérindiens, Benjamin West a aussi réalisé un tableau où on voit qui montre le traité de Penn. Alors le traité de Penn, c'est le traité qui a permis de fonder la Pennsylvanie, hein, et alors Penn, c'est celui qui va fonder la Pennsylvanie, et notamment Philadelphie. C'est le fondateur de la ville de Philadelphie. Et alors je vous ai mis le temple de la philosophie moderne juste à côté, qui est à Ermenonville, parce qu'en fait, vous avez le nom de Penn. Sur ce temple de la philosophie moderne, vous avez 2 Américains qui sont notés. Vous avez le nom de Penn et vous avez le nom de Benjamin Franklin, Benjamin Franklin, et on va en reparler juste après de ce Benjamin Franklin. Donc vous voyez, nous, sur le temple de la philosophie moderne, nous avons déjà des noms d'Américains aux côtés de 4 noms français et de 2 noms anglais. Alors voilà, Benjamin West est vraiment très important. C'est l'artiste le plus novateur de ces années, de 1760, 1770. Voilà, c'est vraiment le plus novateur. Et il va lancer une mode pour la peinture d'histoire. Et notamment, il influencera peut-être David. Voilà.
On peut parler également là un petit peu d'architecture. Alors, on reste dans les mêmes années, hein. Donc là, on est en 1769. Vous voyez ici la Villa Monticello en Virginie. C'est la maison de Jefferson. Jefferson qui, au départ, est l'ambassadeur de France, l'ambassadeur des États-Unis, pardon, en France, et qui deviendra président des États-Unis. On a ici un style palladien, néoclassique, qu'on retrouve beaucoup en Europe et notamment en France. Et je vous mets justement l'hôtel de Salm à côté, qui est le palais de la Légion d'honneur, hein, juste à côté du musée d'Orsay, pour ceux qui connaissent Paris. Et là, on voit l'influence, l'inspiration qui est directe. Alors, je vais beaucoup parler de peinture, mais je voulais quand même vous montrer de l'architecture parce que voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Vous avez aussi l'Université de Virginie qui s'inspire du plan du château de Marly, hein, qui a été détruit pendant le Premier Empire. Donc voilà, on a plusieurs exemples. Et je parle un petit peu de sculpture aussi. Et là, justement, une œuvre euh, qui est, euh, qui est au musée de l'Alliance franco-américaine de Blérancourt, que vous pouvez admirer là-bas. Donc, c'est un petit biscuit de porcelaine, hein, c'est pas très grand, et en fait, il représente le début de l'amitié franco-américaine. Alors là, on est pendant la guerre d'indépendance. La guerre d'indépendance commence en 1775. Nous sommes ici en 1778. C'est le moment où Louis XVI remet le traité d'alliance à Benjamin Franklin, donc qui est juste ici à droite, à notre droite. Et donc, c'est l'envoyé des futurs États-Unis vers la France pour finalement demander de l'aide en quelque sorte, hein. Et donc Louis XVI, en 1778, donne son accord pour se lancer dans la guerre d'indépendance américaine. Bah oui, finalement, on a perdu la guerre de 7 ans dont on a parlé juste avant, bah, quelques années avant, face aux Anglais. Les Anglais qui sont les ennemis historiques de la France, bon, évidemment aujourd'hui nous sommes amis, et heureusement, mais ça a été pendant longtemps les ennemis de la France, et donc, eh bien, Louis XVI veut finalement se venger, et il voit dans la guerre d'indépendance une bonne façon, une façon évidente finalement de se venger face aux Anglais. C'est pour ça qu'il va aider les insurgés américains finalement. Donc c'est un biscuit de porcelaine qui est assez intéressant parce que vous avez le traité d'alliance qui est au centre, Louis XVI à gauche qui est sur le piédestal en posture de conquérant, et puis Benjamin Franklin qui est en dehors du piédestal avec une mode tout à fait différente, hein, et il ne portait pas la perruque, Benjamin Franklin. Donc on a déjà une mode moderne, tout à fait différente de la France et c'est un peu une mode américaine. Bon, il n'est pas étonnant que Louis XVI soit mis en valeur puisque c'est un sculpteur français, hein, qui a réalisé ce biscuit. Alors, même chose ici, hein, avec Houdon qui représente donc Jean-Antoine Houdon, hein, notre grand sculpteur français qui va représenter Washington. Houdon ira aux États-Unis pour prendre les mesures de Washington, rencontrer le grand homme qui deviendra le premier président des États-Unis. Et donc il le représente ici dans une sculpture qui est bien connue et qui a été réalisée en bronze, en marbre. On a différentes versions dans plusieurs endroits du monde, en France et aux États-Unis notamment. Je vous ai parlé un petit peu de David. Donc, effectivement, on a des artistes qui vont en Europe pour étudier l'art. On n'a pas encore d'école d'art aux États-Unis, ça arrivera après. Je vais vous en parler dans quelques instants. Là, on n'a pas encore d'école d'art, donc les Américains vont en Europe. Je vous l'ai dit, la destination naturelle, finalement, c'est plutôt l'Angleterre. Ça va être aussi Munich, par exemple. Ça va être aussi l'Italie, bien sûr, pour les antiques. Mais la France, c'est pas une destination naturelle au départ pour les peintres. Alors ici, donc, on a un portrait de Jacques-Louis David, hein, qui a été réalisé par un Américain qui s'appelle Rembrandt Peale. Et alors, lors du temps de pause de David pour ce peintre américain, donc vous avez un autoportrait, hein, de ce peintre ici à droite. Pendant le temps de pause, eh bien, David aurait dit: pourquoi tous les bons peintres à Londres sont-ils américains? Alors voilà.
ça montre que David a un intérêt pour les artistes américains. Alors, on se souvient de Benjamin West, qui a peut-être influencé David. Et effectivement, David, il a une passion pour les artistes américains et il dit qu'ils sont très bons. C'est un des seuls, hein, parce que vous verrez, beaucoup de Français ont dit pendant longtemps, et je vous l'ai déjà dit, que voilà, les artistes américains n'ont rien inventé. Alors, vous verrez, les critiques étaient très dures, hein, donc on en reparlera juste après. Voilà, David, qui va quand même influencer toute une génération d'artistes, hein, la petite communauté qui s'installe à Paris, avec alors notamment John van der Leyen. Alors voilà, vous avez ici justement un tableau. On voit très bien dans la posture, dans l'arrière-plan, la façon de regarder du personnage, on a l'influence de David ici. Alors vous voyez, c'est un tableau qui, comme il est dans à la façon David, eh bien c'est un tableau qui peut être montré au salon. Donc vous voyez qu'il était au Salon de Paris en 1808 et il a d'ailleurs gagné une médaille d'or. Ce tableau. Donc vous voyez, enfin cet artiste pour ce tableau. Donc vous voyez que quand on, quand on s'inscrit dans l'inspiration des Français et notamment de David, on peut exposer au salon, on peut être reconnu, on peut gagner de l'argent, voilà, de son art finalement. Donc là, c'est ce qu'on voit avec Van der Leyen. Alors, le plus parisien de tous à cette époque-là, c'est sans doute John Trumbull. Donc, vous avez ici un tableau. Alors, un tableau qui, aux États-Unis, est connu parce que il est il est au Capitole. Il est sous la coupole du Capitole, hein, ce tableau. C'est un grand tableau qui représente la déclaration d'indépendance, hein. Donc, on retrouve notamment Benjamin Franklin dessus, dont on a déjà parlé, et c'est ce tableau qui est sur le billet de 2 dollars aux États-Unis. Alors, lui, voilà, il est assez connu en France, hein. Il a été soldat, aide de camp de Washington et peintre également. Et donc, il est accueilli par Jefferson à Paris et il va rencontrer David et Houdon notamment. Donc voilà, ça c'est l'exemple d'un Américain qui passe du temps en France, contrairement aux autres qui sont plutôt en Angleterre, en Italie, etc. Donc voilà. Ça, c'est assez intéressant parce que John Trumbo, c'est un artiste qui est engagé, hein, c'est pour ça qu'il montre la déclaration d'indépendance ici sur ce tableau. C'est un artiste engagé qui était pour l'indépendance et ça aussi, ça a peut-être inspiré David. David, qui, vous le savez, est aussi un artiste engagé. D'ailleurs, il y a une vraie relation entre les deux artistes puisque notre John Trumbo, eh bien, il a eu des soucis de trafic de tableaux, notamment. Il a été inculpé dans une affaire et c'est David qui l'a sauvé, justement, de cette affaire. Donc voilà, il y a une relation entre les deux artistes, c'est certain. Un autre artiste qui est très intéressant, qui s'appelle Samuel Morse. Alors, je pense que vous connaissez pas l'artiste, mais vous le connaissez peut-être pour autre chose. Vous le connaissez pour, eh bien, vous savez, les signaux télégraphiques, hein, l'alphabet de signaux télégraphiques. Alors, voilà. Au départ, il est peintre surtout, finalement, bon, il va abandonner la peinture par la suite pour se lancer dans les signaux télégraphiques. Donc, vous le connaissez justement pour ça, hein, ce fameux Morse, je pense. Donc Samuel Morse, lui, il arrive en 1829, hein, à Paris et il va rester un petit peu de temps. Il va rencontrer Lafayette. Alors Lafayette, qui est le grand héros français aux États-Unis, hein. Lafayette, c'est une star, hein. Il y a plusieurs villes aux États-Unis qui s'appellent Lafayette dans plusieurs États américains. Vous avez des Lafayette Street dans beaucoup de villes américaines. Donc Lafayette, c'est vraiment quelqu'un de connu. C'est celui qui a libéré les États-Unis, finalement, qui les a rendus indépendants pendant la guerre d'indépendance américaine. Donc c'est un peu une star. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a fait, notre Lafayette, une,
une grande tournée pour pour le 50e anniversaire de l'indépendance. Il a fait une grande tournée aux États-Unis et c'est à ce moment-là qu'il va rencontrer des Américains et que ces Américains vont le peindre ou bien le sculpter. Ici, vous avez Greenough qui le représente. Alors, Lafayette va tomber en disgrâce en 1832 en France, hein, finalement, Samuel Morse va prendre parti là-dedans et il va dire que, effectivement, hein, nous, on repart dans une monarchie et il va dire que la France se laisse retomber dans un amour de l'autorité despotique, alors que les États-Unis sont devenus un pays voilà, démocratique, etc., libre, voilà. Là, la France est critiquée par quelques artistes. Alors c'est le cas ici aussi par Thomas Cole. Thomas Cole qui a réalisé plusieurs grands tableaux comme celui-ci où il montre l'évolution de l'Europe, alors son avènement, son apogée et puis aussi sa destruction comme ici sur ce tableau. Donc Thomas Cole aussi, il parle de cette Europe qui finalement est vieillissante peut-être, qui retombe dans la monarchie à certains endroits, etc., comme en France. Donc là, évidemment, bon, on parle de la monarchie de Juillet, hein, la monarchie de Louis-Philippe, voilà. Donc effectivement, certains artistes, vous l'avez compris, vont en France, ils s'identifient, voilà, c'était le cas de Benjamin West, etc. On s'identifie par exemple à David, voilà, on a une vraie inspiration, et puis il y en a d'autres qui critiquent les Français, et donc c'est le cas de Thomas Cole et de Samuel Morse. Alors justement, ces deux-là, ils vont créer quelque chose ensemble de tout à fait américain, c'est la National Academy of Design à New York. Donc ça, elle est fondée en 1826 par ces deux artistes. Et donc, alors je vous montre une gravure et un dessin parce que ce bâtiment n'existe plus. Voilà, donc c'est la première école d'art qui existe aux États-Unis. Donc vous voyez, il faut attendre 1826. Nous, on avait les Beaux-Arts qui existent depuis longtemps déjà. Donc voilà, c'est la première école d'art américaine. Donc on voit qu'avec ces artistes, on veut un art national, on veut un art américain. Hein, c'est ça qu'on montre avec la fondation de cette école. Je vous l'ai dit, hein, l'art français et Louis-Philippe ne passionnent pas les Américains. Donc on a par exemple aussi un philosophe qui s'appelle Ralph Waldo Emerson, et donc il dit que les États-Unis ne peuvent éternellement être nourris des restes flétris des moissons venues d'ailleurs. Donc ça vous montre un petit peu voilà, que bon, on en a marre de s'inspirer de l'Europe et notamment de la France, pas que au niveau de l'art, hein, au niveau de plein de choses, et qu'il faut faire ses propres choix, il faut avoir notamment un art national. Voilà, donc là on est dans ce goût-là finalement. Alors, ici justement, Samuel Morse, il a un peu deux côtés parce qu'il dit que il faut pas qu'on s'inspire trop des Français, il faut qu'on ait une école nationale aux États-Unis, etc. Mais en même temps, il va faire son petit tour en France et il va réaliser cette galerie du Louvre que vous voyez sur ce tableau finalement, où il va montrer, comme vous pouvez le voir, des tableaux bien célèbres comme la Joconde. Mona Lisa, elle est juste là, quasiment au centre du tableau. Un portrait de François Ier, etc. Des tableaux de la Renaissance, voilà. Donc, des tableaux qui sont effectivement au Louvre, mais qui ne sont pas rassemblés dans ce salon carré. Quand il est allé dans le salon carré, c'est là où on expose les artistes modernes pour le salon. Il a dit non, non, moi je montre pas ça, je montre ce qu'est l'art. Et donc il transforme le salon carré et il en fait une galerie de peinture avec des échantillons du Louvre. Et en fait, le but, c'est de ramener ce tableau aux États-Unis parce que au lieu d'aller en France au Louvre faire des copies sur place, ils peuvent s'inspirer de ce tableau par exemple. C'est pour ça qu'il va vouloir le montrer finalement, ce tableau.
C'est un grand tableau, hein. Là, je ne vous ai pas mis les dimensions, mais c'est un tableau qui fait 3 mètres sur 4, je crois, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un grand tableau. Donc voilà, il était fait pour ramener aux États-Unis. Bon, ça a fait un flop total. Ça a été un fiasco, ce tableau, même si les critiques ont dit qu'il avait très bien peint, hein, mais le public n'a pas envie de voir ça finalement, ça les intéresse pas. Donc c'est pour ça qu'il se lance dans les signaux télégraphiques, comme je vous disais. C'est à ce moment-là qu'il abandonne la peinture finalement. Alors vous voyez, bah, le salon carré, ça ressemblait à ça finalement. Là, vous avez un Français qui montre le salon carré du Louvre en 1831. On est quasiment à la même époque que Samuel Morse. Vous voyez, Samuel Morse a fait le choix de montrer quelque chose de tout à fait imaginaire, artificiel. Eh bien non, le salon carré, c'était ça au Louvre. Vous voyez, il y a le radeau de la Méduse qui est juste ici présenté. Donc voilà, là c'est juste pour vous montrer la différence entre un Américain et un Français au même moment. Alors, on va avoir des artistes, par contre, qui vont aller en France à ce moment-là, peu importe si c'est le retour de la monarchie, on n'est pas contre forcément les idées de Louis-Philippe, de la monarchie de Juillet. Donc là, vous avez l'exemple d'un Américain qui s'appelle George Healey, et donc il va réaliser, comme vous pouvez le voir ici à droite, le portrait de Louis-Philippe, hein, donc le dernier roi des Français, et le portrait à gauche de Benjamin Franklin, donc là cette fois eh bien, un Américain. Donc vous voyez, il fait des portraits de Français, d'Américains. Alors il a eu beaucoup de commandes hein, pour le musée de Versailles, pour le musée de l'histoire de France à Versailles. Vous savez, Louis-Philippe, c'est celui qui a réalisé le musée de l'histoire de France à Versailles. George Healey va avoir justement des commandes de Louis-Philippe. Donc, c'est sans doute pour ça que bah, finalement Louis-Philippe ne le dérange pas trop, puisque il a des commandes. Alors, c'est le cas aussi de George Catlin. Alors, George Catlin, c'est pas celui qui a fait ce tableau, mais c'est celui qui a amené finalement la danse des Indiens, un musée finalement montrant un musée vivant des Indiens. Effectivement, George Catlin, eh bien, je vous montre un tableau qu'il a réalisé juste ici. George Catlin, c'est un Américain qui voyage aux États-Unis et qui en fait veut œuvrer pour la cause des Amérindiens. Vous le savez, les Amérindiens, pendant longtemps, ont subi eh bien, une extermination, malheureusement. Hein. Ils ont été repoussés petit à petit vers l'ouest, hein, toujours plus loin finalement, jusqu'à être dans des réserves. Euh, et George Catlin, c'est un des rares artistes à s'engager auprès des Amérindiens. Je vous l'accorde, on est dans les années 1840, le sort des Amérindiens est déjà malheureusement bien scellé. Il y a déjà eu beaucoup de morts, notamment pendant les guerres indiennes. Euh, Néanmoins, il reste encore beaucoup d'Amérindiens et George Catlin finalement veut réaliser des portraits comme celui-ci ou aussi des tableaux montrant ce que les Amérindiens font selon les tribus, leur mode de chasse, leur mode des jeux par exemple. On peut voir des jeux de balles par exemple, etc. Donc George Catlin, finalement, il réalise ces tableaux-là pour en faire un musée itinérant et il va voyager un petit peu partout aux États-Unis pendant les années 30-40. Finalement, les Américains ne sont pas prêts pour ça, finalement. C'est un petit peu trop tôt dans l'histoire américaine et finalement, ces tableaux-là ne rencontrent pas un grand succès aux États-Unis. C'est pour ça qu'avec ses petites économies, il va partir en France et il va faire une tournée en France avec ses tableaux, ses œuvres, donc des centaines, hein, il en a réalisé des centaines comme celle-ci, et il va également voyager avec des Amérindiens. Donc c'est ce que je vous montrais sur ce tableau-là. Il voyage avec des Amérindiens de façon à montrer cette population en France, expliquer d'où viennent les Américains finalement, les natifs, hein, c'est comme ça, hein, les Américains appellent les Amérindiens les Native Americans, donc c'est pour montrer effectivement voilà, d'où ils viennent.
En France, eh bien, Louis-Philippe, on le voit ici, hein, on est aux Tuileries. Louis-Philippe va adorer ce spectacle. Il va adorer aussi enfin, les portraits de George Catlin. C'est pour ça qu'il va en acheter également pour Versailles. Donc là, c'est un autre exemple d'un artiste qui, eh bien, a rencontré du succès pendant la monarchie de Juillet. Voilà. Alors, on a des artistes, voilà, hein, comme George Catlin qui va en France pour trouver le succès. Et ben, on a des Français qui font l'inverse, qui vont aux États-Unis parce qu'ils sont tentés par l'expérience américaine. On commence à voyager un petit peu plus facilement avec la vapeur, notamment. Donc là, plutôt dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et eh bien, on a l'exemple d'Hippolyte Sebron, par exemple, qui a travaillé avec Daguerre, sur les daguerréotypes notamment. Hippolyte Sebron, il va aller dans les campagnes américaines pour montrer les paysages américains, les grands espaces. Alors là, vous avez les chutes du Niagara, mais il va montrer aussi des vues de la Floride, de la Louisiane, où on va voir par exemple des alligators, des vautours, etc., des serpents. Donc, il va montrer ce qui l'impressionne aux États-Unis. Donc, tous ces grands paysages. Donc, vous voyez, ça, c'est l'exemple, au contraire, d'un Français qui va faire le voyage là-bas. Et ce sont des tableaux qu'il ramène en France. Donc, pour montrer ce que sont les États-Unis. Alors, même chose avec ce tableau-là, mais cette fois, ce n'est pas un paysage naturel, c'est un paysage urbain. Et là, vous voyez cette rue de New York. Alors ça aussi, c'est un très grand tableau hein, qui appartient au musée de Rouen, mais qui est déposé au musée de Blérancourt. Et qui a été présenté au Salon en 1855. Donc c'est une grande année, hein, puisqu'il y a eu l'exposition universelle également cette même année, on en reparlera. Donc ici, Hippolyte Sebron, eh bien, il nous montre une rue de New York, la 5e avenue. Alors, et il montre ce qui l'impressionne à cette époque-là. Donc vous imaginez, on n'a pas eu encore les travaux d'Haussmann à Paris, on n'a pas encore de grands bâtiments dans les rues parisiennes sont encore très étroites, etc. Là, vous voyez une énorme avenue très large, avec des hauts bâtiments, c'est déjà très haut pour un Français de l'époque. Vous voyez les moyens de locomotion, vous voyez un traîneau où on peut mettre 20 personnes dessus, tiré par 6 chevaux ou 4, voilà, sur la neige. Donc des choses qu'on ne voyait pas en France, évidemment. On avait des traîneaux, mais c'est que pour s'amuser en France. C'est une activité aristocratique, voilà, c'est pas du tout un moyen de locomotion en ville, voilà. Et ce que vous ne voyez pas, parce que c'est vraiment des petits détails, j'aurais dû vous les mettre, mais en fait, on voit également le melting pot américain. Déjà à cette époque-là, là, vous avez un Afro-Américain représenté à droite, vous avez une population asiatique à gauche qui est montrée, une population blanche au milieu, etc. Bon, on a différents types de populations qui sont représentées, et ça aussi, c'était assez intéressant pour un artiste français de le montrer. Et puis, bon, bah, ce qui vous a pas échappé, je pense, c'est aussi les drapeaux américains, hein, le patriotisme américain qui est bien connu encore aujourd'hui. On voit très souvent encore des drapeaux américains accrochés aux maisons, hein. Et bien là, vous voyez les drapeaux américains qui flottent dans la rue de New York. Voilà. Alors ça c'est intéressant. L'ouverture de la galerie Goupil à New York. Alors c'est pareil, je vous montre une représentation voilà, de cette galerie puisqu'elle n'existe plus. C'était sur la rue de Broadway. Et cette galerie Goupil, ça a été pendant longtemps la plus grande galerie new-yorkaise et même la plus grande galerie américaine. Donc c'est une galerie qui est parisienne au départ et qui a été, eh bien, il y a une succursale qui est ouverte à New York en 1848. Alors ça, c'est pour exporter l'art français aux États-Unis finalement. On commence dès 1848 à
envoyer de l'art français dans cette galerie. Alors, c'était des estampes, hein, beaucoup de gravures, etc. Mais ce sont des gravures qui vont inspirer certains artistes par la suite. Du coup, certains qui ne peuvent pas faire le voyage, par exemple, en France, eh bien, vont s'inspirer de gravures qu'ils trouveront chez Goupil. Alors, on a un artiste que vous connaissez peut-être, hein, on en reparlera, qui s'appelle Jérôme, un artiste français du 19e siècle qui va épouser la fille de Goupil. Donc Jérôme, eh bien, qui sera donc le gendre de Goupil, eh ben, forcément, les tableaux de Jérôme vont beaucoup être exportés aux États-Unis et vont être beaucoup montrés en gravure, etc. Donc c'est pour ça que Jérôme aura beaucoup de succès aux États-Unis, mais ça, j'en reparle juste après. L'exposition universelle de 1855, donc là on est dans notre chronologie, hein, on arrive à cette exposition universelle, c'est la première fois qu'on se pose la question d'une école d'art américaine. Alors j'ai une citation, je vais essayer de la retrouver. Hop. Voilà, on voit que les Américains sont dans cette recherche d'un art national. Et donc, vous avez Augustine Dugan, qui est un poète et journaliste, qui dit: c'est ici, dans notre pays, plein de sève et de vigueur, que l'on peut chercher le nouvel avènement sublime de l'art. Il dit ça donc en 1853. Il annonce finalement la vraie mission de l'art en Amérique, vous voyez. Donc on dit que qu'il faut un nouvel avènement, un essor, etc., et un vrai art national. Donc à l'exposition universelle de 55, on commence à se poser cette question. Il y a plusieurs Américains, hein, le plus connu, alors il n'y en a pas beaucoup, hein, il n'y en a que 13 qui exposent à l'exposition universelle de 55. C'est la première exposition universelle française et la deuxième mondiale. Vous avez 13 artistes américains, donc c'est assez peu. Vous avez environ 50 œuvres qui ont été envoyées. C'est pas beaucoup, hein, mais encore une fois, la première école d'art, elle ouvre en 1848, seulement quelques années avant, donc il n'y a pas toute une génération d'artistes qui a été formée aux États-Unis. Donc on n'en voit pas encore beaucoup d'œuvres américaines. Euh, L'exemple le plus fameux, c'est cette œuvre, c'est L'esclave grec de Hiram Powers, qui a déjà été présenté à Londres en 1851, la première exposition universelle. Euh, et euh, c'est celle qui a le plus finalement de succès. C'est pour ça qu'elle revient en 1855. Alors effectivement, l'esclave grec, bon bah ça reprend le schéma, la tradition de l'art depuis l'Antiquité, hein. Vous voyez la représentation du corps nu féminin, etc. C'est quelque chose de bien exécuté, mais sans beaucoup de risques. Même si derrière cet esclave grec, pardon, il faut voir finalement une esclave aux États-Unis. Et c'est un peu une œuvre qui est quand même engagée, hein. Hiram Powers, il va le dire, hein. C'est une œuvre qu'il veut montrer pour eh bien, abolir l'esclavage finalement, hein, puisqu'on va avoir aussi des artistes qui vont être engagés dans cette abolition. L'abolition en France d'ailleurs de l'esclavage, hein, à ce moment-là, c'était 1848, hein, donc c'est quelques années avant. Alors, les critiques à l'exposition universelle de 55 pour la question américaine, voilà, c'est là où ça commence un peu. La critique dit: les États-Unis, la nation la plus arriérée de toutes sur le plan des beaux-arts. Voilà, donc comme ça c'est clair, on n'y a pas place au doute. C'est quelque chose d'assez dur pour les artistes américains, comme vous pouvez le voir. Alors, là, sur cette slide, vous voyez un grand changement. En fait, là, c'est des années où justement tout va être bouleversé. Tout d'abord, la guerre de sécession. Donc là, entre 1861 et 1865, c'est une guerre civile aux États-Unis, une guerre qui a fait de nombreux morts. Donc là, évidemment, justement, on parlait de l'esclavage, hein, donc on est en plein là-dedans. Donc là,
C'est horrible évidemment pour les artistes, hein. Beaucoup d'artistes vont essayer de partir pendant cette guerre de sécession, ou alors ils vont s'engager. Il n'y aura pas vraiment de place pour la création artistique. Donc il y a en même temps, nous en France, c'est assez intéressant, hein, de voir cette chronologie parce qu'on voit exactement ce qui se passe au même moment des deux côtés de l'Atlantique. Eh bien, au niveau de l'art, nous, pendant le Second Empire, bon, bah voilà, en 1863, le Salon des Refusés, hein, où vous avez, je vous ai mis ce tableau d'Édouard Manet que vous connaissez toutes et tous, je pense, hein, Le Déjeuner sur l'herbe. Eh bien, l'impressionniste va tout changer, en fait. Cette nouvelle façon, cette avant-garde, cette nouvelle façon de peindre va beaucoup attirer les Américains, pas uniquement parce qu'ils partent pour fuir la guerre de sécession, mais aussi parce qu'ils sont vraiment attirés par cette nouvelle manière de peindre. Donc vous avez par exemple une américaine très connue, hein, Mary Cassatt, qui arrive en 1865. Elle arrive en France à ce moment-là, et donc là je vous ai mis un de ses tableaux à droite. Et puis en 67, la création de l'American Register pour la communauté américaine à Paris, puisque là, il y a véritablement une grande communauté américaine qui s'installe à Paris dans ces années 1860. Voilà. Donc là, on va étudier un petit peu plus cette période-là, un petit peu plus en détail. Sachant aussi, il y a beaucoup de raisons, hein, à ces départs, on va les évoquer, mais je vois que justement, on se pose la question des corps masculins. Eh bien, j'ai parlé effectivement des corps féminins, des corps nus. Alors, dans la fameuse école d'art américain, la National Academy of Design à New York, dont je vous ai parlé, il y avait des cours de dessin d'après les modèles nus, mais en fait, ces cours de dessin ont été supprimés par la suite. Les États-Unis, vous le savez, hein, sont connus aussi pour leur côté puritain, hein, surtout à ce moment-là. Et donc finalement, on arrête les dessins d'après modèle nu. Et c'est aussi pour ça que les artistes viennent en France, à l'école des beaux-arts notamment. Et en plus, l'école des beaux-arts, elle est gratuite pour les étrangers. Donc c'est parfait finalement. Alors, donc, voilà, vous avez Winslow Homer qui va justement venir. Donc là, vous avez un portrait, hein, de Winslow Homer à droite. Alors, il va venir un peu en France, mais il ne va pas se former en France, hein. Il va passer seulement quelques mois. Il ne restera pas des années, contrairement à d'autres artistes dont je vais parler. Winslow Homer, vous voyez par exemple les copistes du Louvre, il va nous montrer ça, et notamment des femmes, puisque il n'y a pas que des artistes hommes, bien entendu, hein, il y a aussi des femmes. Donc là, on peut le voir ici sur cette représentation. En parlant de femmes, regardez Winslow Homer, il nous représente ici justement des femmes. Alors même s'il n'a pas étudié véritablement en France sous l'impulsion d'un maître français ou à l'école des beaux-arts, eh bien, vous voyez qu'il va s'inspirer quand même grandement des Français, et notamment d'un certain Claude Monet. Vous pouvez le voir ici, je pense. Regardez, je vous mets un tableau, hein, de Claude Monet, Femme au jardin par exemple, mais j'aurais pu vous en montrer d'autres. On voit quand même la ressemblance. Et puis, on montre des Françaises, hein, la mode ici avec la crinoline, etc. C'est la mode française, non pas la mode américaine. Donc, Winslow Homer, même s'il est très américain, il va nous montrer des choses françaises et il va s'inspirer fortement de Monet. Alors, vous en avez d'autres. Jérôme, je vous en ai parlé, beaucoup de succès aux États-Unis parce que il a épousé la fille de Goupil. Vous vous souvenez, celui qui lance cette galerie à New York. Eh bien, vous avez Bridgman qui va étudier dans l'atelier de Jérôme. Alors, Bridgman, c'est un grand artiste américain qui est assez connu aux États-Unis, bon, pour les gens qui connaissent l'histoire de l'art, hein, bien sûr, ou l'art américain. Frédéric Bridgman, lui, il va passer
plusieurs années en France. Il va aller à Pont-Aven, notamment. Pont-Aven, à ce moment-là, dans les années 1860, c'est, excusez-moi du terme, blindé d'Américains. Il n'y a que des Américains partout. J'exagère, mais à peine. Il y a énormément d'Américains, d'artistes américains qui s'installent. Et donc, eh bien, il va étudier dans l'atelier de Jérôme. Et là, je vous montre deux tableaux. Un de Bridgman, ici. Donc, c'est un tableau égyptisant, hein, vous voyez ici. Nous sommes en Égypte. Euh, Voilà, excusez-moi, j'ai eu un petit souci, j'ai cru que j'avais un petit souci de connexion, excusez-moi. Donc là, on a une scène égyptisante et on voit très bien quand même l'inspiration de Jérôme ici, hein. C'est assez flagrant. Mais effectivement, il a travaillé chez Jérôme pendant plusieurs mois, voire années, hein. Il est resté plusieurs années à Paris. Alors, Charles Pratt Pierce, c'est un autre Américain. Je reste dans le côté égyptisant ici. Charles Pratt Pierce, c'est aussi un Américain qui va aller dans l'atelier d'un grand maître français. Il va aller chez Bonnat. Voilà. Donc, il va rester aussi, lui, plusieurs temps, hein, chez Bonnat. Il va aussi s'installer définitivement à Auvers-sur-Oise en 1885. Donc, vous voyez, là, ce tableau a été réalisé avant, hein, après un séjour en Égypte. Donc, où il est parti d'ailleurs avec Bonnat, hein, en Égypte. Donc là, on voit très bien, mais là, on voit très bien justement cette influence entre français et américain, puisque même si vous connaissez un petit peu Bonnat peut-être, eh bien, on voit la forme des corps, les portraits, etc. On reconnaît la touche de Léon Bonnat là-dessus. Donc, vous imaginez, là, vous avez un Américain, Charles Pierce, qui s'installe carrément à Auvers-sur-Oise. L'exemple encore de Charles Pratt Pierce ici, avec un autre tableau très français cette fois, voilà le retour du troupeau. Bon, bah voilà, vous voyez très bien l'influence de l'impressionnisme, hein. On fait dans le goût impressionniste. Voilà. Alors, ce qui fascine les Américains, c'est justement l'effet de la lumière. Il y a tout un courant américain qui s'appelle le luminisme. C'est où on représente justement l'effet de la lumière dans les paysages, etc., dans les grands paysages américains. Eh bien, quand il y a l'impressionnisme qui arrive en France, ces Américains sont intéressés par tout ça, justement, puisqu'on représente pour la première fois la lumière et les couleurs, etc. Donc, ici, il représente voilà, une bergère avec ses moutons, donc un sujet tout à fait français. Certains auteurs vous parleront peut-être de une allégorie de Jeanne d'Arc ici. Bon, c'est à prendre avec des pincettes. En fait, on se pose la question parce que c'est un très grand tableau. Il fait vraiment la taille d'un mur, hein, il est très grand. Et on se dit, un tableau aussi grand, c'est peut-être une bergère, mais ça doit être autre chose. Parce que si on a un grand tableau, il doit représenter quelque chose de plus important. Je suis pas d'accord avec cette théorie parce que en 1889, vous avez déjà voilà l'enterrement à Ornans par exemple de Courbet qui est au musée d'Orsay qui est gigantesque, qui fait la taille de tout un mur à Orsay, et c'est tout simplement les funérailles d'un paysan. C'est un sujet tout à fait anodin. Bon bah là notre Américain en 1889, on est déjà bien avancé dans l'histoire de l'art. Il représente peut-être un sujet tout à fait anodin, une bergère, et il n'y a pas à voir Jeanne d'Arc ou quelqu'un d'autre finalement. Voilà. Et vous voyez, il représente une Bretonne ici, hein. Il est passé par Pont-Aven, etc. Il est passé par plusieurs endroits en Bretagne, et donc là, il représente une Bretonne dans le goût alors, pointilliste plutôt ici, parce que effectivement, ces Américains qui vont en France, eh bien, ils s'essayent à l'impressionnisme, ils s'essayent au pointillisme, ils s'essayent au cubisme, etc. Là, on est en plein dans les avant-gardes en France. Eh bien, les Américains vont toucher un petit peu à tout finalement et ramener ça aux États-Unis. Donc là, c'est ce qu'on voit sur ce tableau, puisque vous voyez, il a réalisé ce tableau très dans le goût impressionniste au niveau des moutons et de l'herbe, réaliste presque au niveau de la bergère. Et puis ici, on a du pointillisme, et pourtant, c'est le même artiste. Donc voilà. C'est aussi pour ça que les critiques étaient très dures, parce que vous comprenez, quand les critiques voyaient un artiste qui fait
tous ces genres différents, quasiment la même année ou sur 3 ans, bah, ils comprennent pas en fait. Ils se disent mais ils n'ont aucune patte, ils font que s'essayer à différentes techniques françaises finalement. Voilà, c'est ce que les critiques finalement disaient. Alors, là, on est à l'exposition universelle de 1878 parce que les expositions universelles, c'est génial. C'est là où justement les différents pays se rencontrent. Et là, vous avez le pavillon américain sur la gauche, où cette fois, vous n'avez plus 13 artistes qui sont représentés. Contrairement à 1855, vous en avez des centaines là qui sont représentés. Ils ont carrément un pavillon pour eux. Et puis, cette même année, en 1878, on va montrer à l'exposition universelle la tête de la Statue de la Liberté, de la future Statue de la Liberté. Le projet qui commençait à émerger, mais alors ça, j'en parle pas plus parce qu'à la fin du mois, j'organise une conférence sur la Statue de la Liberté et j'espère vous retrouver à cette occasion. Donc ça, on en reparlera lors de cette conférence. Mais c'est un super sujet pour l'amitié franco-américaine, évidemment, puisque c'est un cadeau de la France aux États-Unis. Alors, à l'exposition universelle de 1878, je reviens juste sur cette diapo, c'est là où on se dit qu'il faut encore avancer dans l'école d'art américaine. Il faut vraiment avoir une patte américaine. Et donc, c'est là qu'un sculpteur qui s'appelle William Wetmore Story, il va nous dire, alors, je vous lis la citation, vous allez comprendre tout de suite. La France exerce sur l'art une influence plus grande que celle de n'importe quelle autre nation. Elle inocule son mal au monde entier, mais nulle part la contagion ne se fait plus profondément sentir qu'aux États-Unis. Donc là, on a passé un cap, on a un Américain qui dit que l'art français, c'est une contagion, c'est une maladie, et qu'il faut arrêter tout ça, il faut vraiment faire de l'art américain et se détacher au risque de devenir français finalement. Voilà, vous voyez, on a des tas de versions différentes, et donc ça, c'est un sculpteur américain qui le dit à ce moment-là, hein, à l'exposition universelle de 1878, et c'est là que va émerger eh bien, finalement un style tout à fait américain qu'on appelle le réalisme américain. Le réalisme américain, c'est vraiment quelque chose de tout à fait américain dans les sujets, dans la façon d'être réalisé, même s'il y a de l'inspiration française. Bon, là, à gauche, vous avez Thomas Eakins. Alors, Thomas Eakins, il est assez connu, hein. Il a étudié auprès de Jérôme. Il est connu pour la représentation du corps humain, hein, souvent. Donc là, c'est ce que vous voyez ici pour ces baigneurs. On a l'habitude de voir des baigneuses, mais des baigneurs un petit peu moins souvent. Là, il prend parti de montrer des baigneurs et c'est un côté tout à fait, c'est quelque chose de tout à fait américain finalement, novateur presque. Et quand il retourne à Philadelphie après son séjour en France, il va réaliser ses nus. Et il va devenir le chef de file du réalisme américain. Lui, il a étudié en France, mais on a Winslow Homer à côté qui, lui, est et qui est aussi un des chefs de file du réalisme américain et qui, lui, pour le coup, est passé en France, je vous l'ai dit, mais il n'a pas étudié avec un maître français et il n'est pas allé à l'école des beaux-arts. Donc, lui, c'est encore plus américain, si je puis dire. Justement, le côté très lumineux, on retrouve presque ce luminisme dont je vous parlais, même si, vous allez voir, il s'inspire quand même de la France, et alors là, c'est tout à fait clair. Il montre le grand vent, alors là c'est d'actualité, hein, puisqu'on a un petit peu de tempête en ce moment. Ici, il représente le grand vent sur ce tableau de gauche. Et certains auteurs, et alors là pour le coup je suis complètement d'accord, l'inspiration avec la victoire de Samothrace, elle est flagrante. Au niveau de la position des jambes, au niveau du drapé, de la position en fait du drapé face au vent, etc. On retrouve un petit peu la même chose. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, Winslow Homer, il est passé au Louvre, et en plus, c'est le moment où on installe, quand il était passé au Louvre, c'était le moment où on installait la victoire de Samothrace. Donc
tout le monde en parlait finalement à Paris. Donc, je pense que l'inspiration, là, elle est flagrante et elle est quasi certaine, même s'il n'en parle pas du tout, bien évidemment. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Alors là, on arrive à une autre exposition universelle, l'exposition universelle de 1889. L'exposition universelle de 1889, elle est très intéressante pour plein de choses au niveau des relations franco-américaines, parce que ici, vous avez bah, un grand pavillon américain et beaucoup de choses qui vont être montrées. Vous avez un stand Tiffany Co, par exemple. Alors Tiffany, qui est connue pour le travail du verre, hein, surtout, mais Tiffany, c'est aussi un peintre, d'ailleurs, hein. Donc là, c'est surtout le travail du verre qui sera montré dans ce stand à l'exposition universelle de 1889, mais il faut se dire également que Tiffany, c'est un peintre américain également. Donc là, à cette exposition universelle aussi, vous avez alors 1676 exposants américains. On est parti en 1855 de 13 artistes. Et là, on arrive à 1676. Donc ça vous montre à quel point, alors la plupart sont des artistes américains qui vivent en France ou qui ont passé des années en France, comme je vous ai montré auparavant. Alors, ce qui se passe aussi à l'exposition, eh bien, il y a le Buffalo Bill Wild West Show. Je pense que ça, vous en avez déjà entendu parler. Ce grand show à l'américaine qui a été conçu par Barnum et qui eh bien, fait le spectacle avec des Amérindiens. Et vous avez notamment Rosa Bonheur, notre peintre française, hein, qui montre ici un Amérindien lors du spectacle, ou en tout cas à une pause entre deux spectacles pendant l'exposition universelle de 1889. Rosa Bonheur va peindre plusieurs tableaux représentant des Amérindiens, hein. Donc voilà, c'est assez intéressant de le noter parce qu'on connaît surtout les tableaux qui représentent des animaux, hein. C'est une grande peintre animalière, mais elle a représenté aussi beaucoup les Amérindiens lors de cette occasion en 1889. Voilà. Alors ça, pendant qu'on reste dans le sujet amérindien, vous avez Joe Hamman qui était passionné par les États-Unis et qui devient, c'est un Français, hein, et il devient le premier réalisateur, enfin le réalisateur des premiers westerns français. On les appelle les westerns camembert, c'est assez rigolo. Et donc il s'est inspiré du Wild West Show évidemment, du Buffalo Bill Wild West Show, et voilà, il va devenir assez célèbre, hein, ce Joe Hamman. Vous avez un autre artiste américain ici, Sargent. Alors Sargent a eu beaucoup de succès en France et dans toute l'Europe. Il va peindre surtout l'aristocratie. Donc là, vous avez la vicomtesse de Poilou à gauche, qui malheureusement ici, elle a un charmant sourire, mais elle est décédée pendant l'incendie du bazar de la Charité. Voilà, et puis le portrait de Madame X. Alors ça, c'est un magnifique portrait à droite, mais au départ, Sargent avait mis la bretelle descendante, en dessous de l'épaule. Les critiques français ont été odieux, ils ont dit c'est pas normal, c'est vulgaire, etc. Et déjà qu'elle a la peau cadavérique, cette femme, en plus, il lui met la bretelle en dessous de l'épaule. Donc le pauvre Sargent a été obligé, pour satisfaire les Français, de retirer la bretelle pendante et la remettre sur l'épaule. Après ça, Sargent, il a dit, les Français ne comprennent plus rien à mon art, je pars en Angleterre, et donc Sargent est mort en Angleterre, hein, par la suite. Donc vous voyez, parfois la France et les États-Unis au niveau de l'art, ça, c'est un petit peu en dents de scie, hein, finalement. Alors ici, vous avez Chaldasam en haut, en haut, ici au milieu. Donc Chaldasam, j'adore ce peintre, il est resté longtemps en France. Alors ce qu'il dit, Chaldasam, il dit le devoir du bon peintre est de continuer la tradition comme tous les bons peintres l'ont toujours fait et sans dévier du chemin bien battu. On ne lui demande pas de s'évertuer à être original et surprenant. Eh bien voilà, Chaldasam, c'est un peu le contraire de ce que je disais tout à l'heure. Lui, c'est celui qui veut rester dans la tradition, qui veut s'inspirer de la France. Et donc là, vous le voyez, 10 ans après, il fait un Rainy Day à Boston qui est fortement inspiré de Caillebotte. Et il le fait dans un goût plutôt impressionniste. Même chose ici, Chaldasam, regardez, à gauche, une rue pendant le 14 juillet,
Et je vous ai mis à côté la rue Montorgueil de Monet qui est bien célèbre. Bon, bah, l'inspiration, elle est flagrante. Et vous imaginez, Monet a réalisé ce tableau-là en 1878. Eh bien, Chaldasam fait la même chose quasiment en 1910. Donc, pendant 30, 40 ans, Chaldasam, il va se camper dans la tradition et il n'en bougera pas. Et donc, il va s'inspirer jusqu'à presque copier, malheureusement, Monet, hein. Donc, d'ailleurs, il était ami avec Monet, hein. Il- voilà, il était assez proche du peintre. Donc là, bon, bah, on le voit. Et là, encore une fois, les critiques ne peuvent que dire que l'art américain, pardon, c'est de la copie. Quand on voit un artiste comme ça, et effectivement, même s'il est très intéressant, hein, évidemment. L'exposition universelle de 1893. Alors voilà, cette fois, c'est une exposition américaine, hein, qui a lieu à Chicago. Donc l'exposition universelle de 1893, c'est une recherche identitaire profonde. Là, on se dit, il faut montrer l'art américain. L'exposition universelle, elle est là pour montrer l'art américain, pour montrer de quoi nous sommes capables. Et donc là, on va avoir ce qu'on appelle la Renaissance américaine. Ça va être des œuvres de ce type-là. Donc là, vous avez un Américain qui s'appelle Blashfield, qui a réalisé la coupole de la Library of Congress à Washington, mais il a aussi réalisé les fresques à la bibliothèque de Boston. Voilà, donc on appelle ça la Renaissance américaine parce que finalement, on s'inspire de la Renaissance, non plus de l'art français, et on réalise des grandes peintures murales comme celle-ci pour montrer la grande nation américaine. Alors, je vous ai mis un détail de cette coupole que je trouve très intéressant. Là, mais en fait, vous avez différents pays du monde qui sont représentés sur cette coupole et regardez l'Amérique, les États-Unis, hein, il faut le voir ainsi, est placé à côté de la France et à côté de l'Égypte. Donc, la France, vous le voyez, pour l'émancipation, inspire les États-Unis. Les États-Unis qui représentent la science finalement et qui regardent du côté de l'Égypte. Vous voyez, l'Amérique, pardon, ici, tourne le dos à la France. Je trouve ça assez intéressant parce que justement, on essaye de se détacher de cette inspiration française et on se dit, bon, on a regardé longtemps du côté français, cette fois, il faut qu'on recherche ailleurs d'autres idées et qu'on trouve notre vrai art national. Donc là, c'est là que tout va basculer pour l'art américain. 1905, l'ouverture de la galerie 291 par Stiglitz. Donc là, c'est une galerie de photos, pardon. Et puis 1913, l'Armory Show à New York qui montre l'art moderne. Donc là, je vous ai montré Edward Hopper, que vous connaissez sans doute à gauche. Il y avait eu une très belle exposition au Grand Palais il n'y a pas longtemps. Dans ces années-là, la même année, là, ici, une photo de Gertrude Whitney. Whitney, qui est une grande collectionneuse américaine, très importante. Elle collectionne les artistes américains. Elle ne veut pas collectionner les Français. Elle dit, je collectionne les artistes américains et je vais ouvrir un musée de l'art américain. Et c'est pour ça qu'elle ouvre le Whitney Museum à New York, qui est le premier musée à montrer uniquement de l'art américain. Donc là, elle l'ouvre une vingtaine d'années après, hein. Le Whitney Museum arrive dans les années 30. Mais vous voyez, on est dans ce moment où on veut montrer un art national. Alors là, il y a aussi la Première Guerre mondiale, évidemment, hein, à ce moment-là, où les États-Unis vont aider la France avec l'arrivée officielle en 1917, etc. On n'est pas dans un cours d'histoire ici, mais ça va être important aussi pour les artistes parce que vous avez par exemple ici une affiche très célèbre qui montre l'oncle Sam qui pointe du doigt et qui dit I want you for US Army. Et donc, on a on a ici voilà, des artistes américains qui vont aider en quelque sorte à l'effort de guerre et qui vont faire des affiches. Le monde de l'illustration est un monde très important pour l'art américain, hein, pour l'émergence de l'art américain et pour en faire un art national finalement. Et évidemment, il faut hein, parler de femmes et je ne les oublie pas. Donc, Joséphine Baker, bien sûr, qui eh bien, arrive en France puisqu'elle n'a pas
elle n'a pas le succès escompté aux États-Unis, hein, à cause de la ségrégation notamment, et donc elle part en France et elle va aller notamment au Théâtre des Champs-Élysées pour la Revue Nègre, hein. Vous avez ici l'affiche à gauche et je vous ai mis une photographie de cette grande Joséphine Baker qui a été remerciée, hein, il y a pas très longtemps avec son entrée au Panthéon. Donc là, on est plutôt dans le monde de la danse. Alors, je reste justement dans le monde de la danse avec encore des femmes. Loie Fuller, qui, pareil, est une Américaine qui part en France pour rencontrer le succès et elle va lancer la danse moderne. En France, c'était surtout la danse classique pendant très longtemps, le ballet. Eh bien, avec les Américaines, on commence à avoir la danse moderne qui arrive. Alors, Loie Fuller, elle était très connue pour ses danses où on voyait des orchidées arriver, on voyait des papillons, on avait l'impression d'avoir tout un tas de formes qui arrivaient sur scène grâce à elle. Mais elle a été malheureusement un petit peu oubliée à cause de son élève, Isadora Duncan. Isadora Duncan, qui est plus connue qu'elle finalement, qui va lui voler la vedette en quelque sorte. Et là, vous avez Isadora Duncan qui est représentée sur cette sculpture réalisée par un Américain qui s'appelle Paul Manship. Donc là, on la voit, Isadora Duncan, elle est connue pour ses danses très antiquisantes, ses danses un peu à la gréco-romaine, pieds nus, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est vraiment le lancement de la danse moderne. Et puis c'est évidemment l'arrivée du jazz, j'ai oublié de le dire, hein, avec Joséphine Baker, pendant la Première Guerre mondiale déjà, hein, avec le jazz qui arrive. Donc dans toute cette avant-garde, on a une artiste américaine que j'aime beaucoup, Romaine Brooks. Romaine Brooks qui a été longtemps oubliée, on ne comprenait pas son art. Eh bien, elle est partie en France. C'est une femme voilà, qui va représenter notamment Jean Cocteau. Vous le voyez ici à gauche, devant la Tour Eiffel. Et ici à droite, Elsie de Wolf, qui est une amie de Romaine Brooks. Elsie de Wolf, qui est très intéressante parce que c'est une femme richissime qui a décoré, elle était décoratrice, elle a décoré les plus beaux appartements de New York dans les années 10, dans les années 20, etc. Et cette femme s'est engagée pendant la Première Guerre mondiale en France aux côtés des infirmières françaises. Donc vous imaginez, vous avez ici l'exemple, bon il y en a d'autres, hein, il y a Anne Morgan par exemple, si vous la connaissez, vous voyez, on a des Américaines comme ça qui vont s'engager aux côtés des infirmières en France pour aider les soldats blessés. Et donc, Romaine Brooks va représenter dans des tons grisailles comme ça, eh bien, ce type de portrait. J'oublie pas le cinéma. Ici, vous avez voilà, la version de Cécile B2000 de Jeanne d'Arc, hein. Donc là, on voit l'inspiration française dans le cinéma. Les premiers films américains, beaucoup de premiers films hollywoodiens parlent de sujets français. Donc là, vous avez voilà, Jeanne d'Arc. Bon, ça a toujours été une fascination chez les Américains. On pourrait presque faire une conférence sur Jeanne d'Arc aux États-Unis. Vous avez aussi bon, bah, le Bossu de Notre-Dame, hein, donc là, une version des années 20. Bon, et ça ira jusqu'à Walt Disney, évidemment, hein, et ça, vous connaissez sans doute. Euh, je voulais vous montrer aussi Man Ray, bien sûr, avec Brancusi. Ici, vous voyez très bien les liens entre les deux. Alors, on a beaucoup d'Américains qui viennent en France à ce moment-là, mais ça va être aussi l'inverse. Donc, alors, Man Ray, l'influence française, bon, elle est quand même perceptible, hein. Vous connaissez aussi cette œuvre, voilà, le violon qui s'inspire sans doute, voilà, des baigneuses d'Ingres, voilà, et notamment de ce magnifique dos, hein, qui a été allongé par Ingres, et donc Man Ray va s'en inspirer. Donc là, effectivement, on a des Américains qui continuent quand même de s'inspirer, mais la vapeur commence à être inversée, hein. Vous allez voir ici, là on arrive dans les années 20. Alors, l'ouverture de la Gallery of Living Art par Albert Gallatin. Donc là, c'est le premier musée d'art moderne aux États-Unis. Il y a évidemment beaucoup d'Européens, mais il y a aussi beaucoup. C'est la première
collection publique américaine d'art contemporain, donc il y a beaucoup d'art américain aussi. L'ouverture du MoMA, très importante et également. L'ouverture du Whitney Museum, donc en 1931, je vous en ai parlé, la grande Gertrude Whitney qui ouvre voilà, cette collection d'art américain. Là, on montre vraiment l'art américain beaucoup plus et on met de côté l'art français. Et on va avoir à l'inverse ces Français qui vont aller vers les États-Unis, notamment à cause de la guerre. Et c'est l'exemple de Fernand Léger, hein. Vous avez ici une représentation de New York tout à fait déconstruite, voilà, qu'on reconnaît, hein, de Fernand Léger. Eh bien, des artistes comme lui, vous avez Braque également, vous avez des artistes européens qui vont aller vers les États-Unis pour produire des œuvres, pour se protéger finalement de la guerre aussi, et qui vont produire des œuvres aux États-Unis parce que l'avant-garde finalement se trouve aux États-Unis maintenant. Et c'est d'ailleurs aussi grâce à Peggy Guggenheim, hein, je vous montre un portrait ici, la grande Peggy Guggenheim, qui a beaucoup collectionné, bon, évidemment, les artistes modernes, mais aussi donc, les artistes américains. Et elle aussi, avec Gertrude Whitney, a beaucoup contribué à ce changement, à ce renversement de la vapeur, si je puis dire, où là, l'art américain commence à presque prendre le dessus. Et on le dit très souvent, à partir des années 30, New York devient la capitale de l'art, alors que Paris l'a été pendant très longtemps. Voilà. Je pense que ça serait bien de garder un moment pour les questions. Je peux vous montrer juste peut-être la bibliographie, voilà, pour ceux que ça intéresse, hein, si vous voulez jeter un œil là-dessus. Je peux peut-être vous donner la main, Alejandra, si vous voulez, pour les questions. C'est la collection de ces portraits qui sont à Washington. Je sais plus, je sais plus de quel portrait. Enfin, je vois pas de quel portrait vous parlez du coup, parce que j'ai la question, mais je n'ai pas l'œuvre. Je sais pas si Alejandra, vous pouvez mettre l'œuvre. Ça se peut. Il y a beaucoup de choses qui viennent de la Smithsonian Collection, donc c'est possible. Je vous invite à vérifier. Pour la prochaine conférence, je mettrai la provenance parce que là, je ne l'ai pas mise pour les œuvres. Je suis désolé. Est-ce que on a une autre question peut-être? Les Américains étaient plus inspirés par les artistes français que grecs et italiens. Eh bien, ça, j'adore cette question. Moi, j'aurais tendance à dire oui. Mais en même temps, on a eu les Américains, lorsqu'ils commencent à être inspirés par l'art français, on est en plein néoclassicisme en France. Et le néoclassicisme, comme vous le savez, c'est le retour à l'Antiquité et notamment aux artistes enfin aux artistes italiens, aux artistes grecs. Donc, je dirais que c'est presque 50-50, mais effectivement beaucoup inspiré par les Français qui, eux, sont inspirés par des œuvres antiquisantes. Donc voilà, c'est un petit peu ça que je dirais finalement. Et aujourd'hui, très bonne question. Eh bien ça, je pense qu'on peut faire une conférence sur à partir des années 30, parce que moi, ça m'intéresse énormément. C'est pas mon sujet de spécialité à l'origine, hein. Moi, je suis 19e, hein, spécialiste de l'art du 19e, mais l'art du 20e me passionne. Donc, on pourrait tout à fait parler des échanges franco-américains depuis les années 30 et notamment au niveau du street art. Ça sera intéressant parce qu'il y a beaucoup, finalement, le street art a été inspiré par les États-Unis au départ, mais finalement, beaucoup de street artistes sont français aujourd'hui. Il y en a des très célèbres et qui inspirent les Américains. Donc voilà, ça pourrait être intéressant. À part Mary Cassatt, y a-t-il d'autres femmes impressionnistes? Ouh là là, la colle. Attendez. Il y en a, hein. Oui, oui. Alors, j'imagine que vous demandez américaine, parce que française, on peut en trouver peut-être plus facilement, mais des américaines.
J'essaye d'y réfléchir. J'ai pas de noms qui me viennent là en tête. Mary Cassatt, c'est la grande artiste impressionniste américaine par excellence, hein. C'est vrai que là, j'ai pas de noms qui me viennent à l'idée. Je vais réfléchir à ça et si je demanderai à Alejandra si on peut noter peut-être dans le replay ou la réponse, ça serait intéressant. Vous prévoyez d'autres conférences sur d'autres villes, Chicago, Boston? Ah bah alors là, j'adorerais ça. Alors, la prochaine conférence, c'est le 31 janvier, c'est sur la Statue de la Liberté. Voilà, ça, c'est un sujet aussi qui me passionne et c'est un sujet franco-américain. Donc c'est pour ça que c'est bien parce que ça va dans la lignée de ce qu'on vient de voir aujourd'hui en quelque sorte. Mais sur des villes américaines, pour l'instant, on n'a pas programmé ça avec Conferencia, mais j'adorerais. Donc pourquoi pas, à retenir. À quelle période les artistes noirs américains sont arrivés pendant la Première Guerre mondiale? Pas vraiment avant. Pendant la Première Guerre mondiale, donc bon, je vous ai donné l'exemple de Joséphine Baker, mais je peux vous donner. Alors, il y a aussi beaucoup les jazzman, bien évidemment. En ce qui concerne la peinture, alors on a des exemples comme Eugène Bullard, par exemple. C'est un nom qui me vient à l'idée. Eugène Bullard, il est afro-américain et il arrive justement pendant la Première Guerre mondiale pour eh bien, aider les soldats. Et en fait, malheureusement, les Afro-Américains pendant la Première Guerre mondiale ne pouvaient pas se placer dans l'armée américaine à cause de la ségrégation, encore une fois. Donc, du coup, ils viennent en France pour se placer aux côtés de la France et ils vont recevoir notamment la Légion d'honneur. Et c'est le cas d'Eugène Bullard. Donc, les artistes noirs américains arrivent à ce moment-là en France. Les critiques ne considéraient pas le Hudson River School comme un art typiquement américain. Si, alors j'ai dit luminisme, mais effectivement, vous avez tout à fait raison de citer le Hudson River School, qui est en quelque sorte, c'est pas tout à fait ça, mais elle est notre école de Barbizon, on va dire. Mais effectivement, beaucoup d'artistes de l'Hudson River School étaient partis en France pour étudier et ont fondé l'Hudson River School par la suite. Donc bon, c'est un petit peu, il y a un petit peu des deux. Il y a des artistes quand même qui ont été beaucoup influencés par la France. Mais effectivement, dans dans la dénomination, c'est un art quand même très américain, hein, l'Hudson River School. La peinture avec les moutons ne donne pas l'impression d'être une peinture. Ah bah ça, je suis d'accord avec vous. Oui, la peinture de Charles Peck Pierce, on dirait presque une photo. Alors, par contre, c'est une œuvre qui est au musée de l'Alliance franco-américaine, donc à Blérancourt. Si vous y allez et que vous vous approchez du tableau, en fait, l'herbe et les moutons sont représentés dans le goût impressionniste. Vous avez la touche très large des impressionnistes, voilà, les aplats de couleurs. Mais par contre, je suis d'accord avec vous, de loin et sur l'image, on a presque l'impression d'avoir une photo en quelque sorte, hein, une photo couleur. Oui, alors ça, c'est une très bonne question. Les artistes amérindiens ont bien sûr existé. Euh, Alors, il y a les artistes amérindiens qui sont véritablement amérindiens et qui font des œuvres amérindiennes. Donc, du type, voilà, Attrape-Rêve, par exemple, ou du land art, ou voilà, des choses totalement amérindiennes, ou de l'art textile, évidemment, hein, avec des perles, etc. Mais en ce qui concerne la peinture, il doit y avoir des artistes d'origine amérindienne qui sont venus en France, bien sûr. Et ça, par contre, j'ai pas de nom à vous dire. Donc ça, c'est un sujet qu'il faudrait que je travaille plus en profondeur. Mais en tout cas, il y a des artistes amérindiens, bien sûr, mais qui font plutôt des œuvres amérindiennes pour le coup. Les futuristes, oui, c'est vrai on les a pas mis. J'ai entamé, en fait, c'est vrai que j'ai volontairement voulu m'arrêter aux années 30 pour justement se poser la question de New York qui devient la grande plateforme, la grande capitale de l'art, voilà. Et justement, je pense qu'il faudrait parler du futurisme, mais là, en fait, il n'y avait pas de place dans cette conférence-là. Mais il y a un vrai lien entre les artistes américains et français, encore une fois, dans le
futurisme. D'ailleurs, dans tous les ismes, hein, cubisme, voilà, on retrouve des liens étroits et ça sera intéressant d'en discuter. Bah, en tout cas, merci parce que je vois que vous dites que c'est passionnant, donc merci. Leurs arts sont-ils reconnus encore par les Américains? Ah, bah, en fait, l'art, c'est pour ça que je vous disais, en fait, on connaît assez peu, nous, en France, parce que justement, ces artistes américains sont beaucoup restés, enfin, ces tableaux américains sont beaucoup restés aux États-Unis, les Américains ont fondé des collections d'art américain dans les grands musées, par exemple au Metropolitan Museum à New York, vous avez une section consacrée à l'art américain, et donc là, vous voyez l'art américain depuis le XVIIIe siècle. Au Boston, au musée de Fine Arts à Boston, c'est la même chose en fait. Vous avez des grandes sections d'art américain. Donc c'est pour ça, nous, je vous invite encore une fois, bon, je parle de Paris parce que je connais un petit peu mieux les musées parisiens, mais je vous invite à aller voir au musée d'Orsay ou au musée du Louvre. Les collections d'art américain, elles sont très très faibles. Très très faibles. Au Louvre, c'est seulement quelques tableaux, et d'ailleurs l'art américain est placé avec l'art anglais. Donc voilà, c'est pour parler d'un art anglophone, anglo-saxonne. Voilà. Donc bon, c'est plutôt aux États-Unis qu'il faut aller voir tout ça finalement. Ouais. Et donc ils sont effectivement reconnus aux États-Unis. Ouais. Après, c'est vrai que l'art français a quand même toujours une grande place, hein. C'est pour ça que toutes les peintures impressionnistes, enfin, beaucoup de peintures impressionnistes ont été achetées par les Américains. Quand vous allez dans les musées américains, c'est impressionnant de voir tous les impressionnistes. D'ailleurs, quand vous demandez à un Américain aujourd'hui, il y a des sondages qui ont été faits, quand vous demandez à un Américain quel est son style préféré en art, il va vous répondre l'impressionnisme à 80%. Donc, ça a été une grande influence pour les Américains.